Le Luxembourg construit près de 3000 logements par an. C'est trop peu. Il en faudrait au moins le double pour répondre à la demande. Cette crise immobilière mérite qu'on prenne de la hauteur. En compagnie de 2 experts, nous avons survolé le pays pour aborder un sujet tabou. Et si on construisait moins de maisons et plus de tours au Luxembourg ? Donc aujourd'hui, je vais vous amener avec mon ami Vincent faire le tour du pays. Shahram Magadjani est le cofondateur du bureau d'architecture Métaforme, mais il est aussi pilote. Antoine Pacou, lui, est chercheur en géographie sociale au LISER. Je suis ici aujourd'hui parce que c'est une opportunité, je pense, unique de pouvoir voir le Luxembourg vraiment d'en haut dans un avion avec un tour sur mesure pour étudier les questions foncières. Le fait qu'on construise là où on peut plutôt que là où on devrait, qu'est-ce que ça fait ressortir du territoire quand on le voit du ciel. Mais ne perdons pas de temps, car la canicule complique les conditions de vol. Il va faire très très chaud, mais en haut ça va. En haut il va faire meilleur, mais la piste à 8h30 du matin, ça doit faire pas loin de 50 degrés. Notre programme, un survol du Luxembourg en un peu plus d'1 heure. Chacun voit sa parcelle. Depuis le ciel, on voit le territoire. Et ce territoire raconte beaucoup de choses. Ce territoire raconte la peur de la densité, raconte une spéculation foncière. Ça raconte en fait une fragmentation communale. Et surtout, pour moi, un certain manque de courage politique. En fait, ici, on voit très bien aussi les creux entre les maisons qui sont construites un petit peu pêle-mêle avec entre elles des champs qui restent et ça crée vraiment cet environnement extrêmement peu dense et mal connecté. Dans les régions ici, les périmètres d'urbanisation ont été étendus très très largement dans les années 70, que maintenant il est très difficile de sortir les terrains des zones constructibles. Donc en fait les propriétaires, tant qu'ils ont leur terrain dans le PHG constructible, peuvent demander un permis de construire et ils peuvent construire en fait n'importe où parce que les terrains seront formellement constructibles. Il faudrait permettre à certaines communes de retirer des terrains constructibles qui sont stratégiques aujourd'hui pour la construction de logements pour avoir justement une centralité plus forte. Donc est-ce que c'est réaliste politiquement ça? Ça se fait dans beaucoup de pays, hein. C'est juste une mesure à mettre en place et il faut l'expliquer par des concepts urbanistiques. Ça veut dire confronter un peu les droits de propriété, mais si on ne confronte pas les droits de propriété, on n'aura jamais un agencement urbain logique. Est-ce que c'est pas le tabou ultime au Luxembourg, ce droit de propriété? C'est le tabou ultime, mais c'est un tabou ultime qui doit un jour cesser d'en être un si on veut progresser en tant que société et de pouvoir avoir une stratégie, une vision sur le long terme. On ne peut plus continuer à permettre aux propriétaires de faire tout ce qu'ils veulent tout le temps. Un petit détour touristique autour du château de Vianden qui a été qualifié par beaucoup, notamment par CNN, comme le plus beau château du monde, ou l'un des plus beaux. En tout cas, il est magnifique vu du ciel. On va survoler la vallée de l'eau. Pour moi, un des rares endroits où on peut lire l'histoire du pays à travers le paysage. Depuis des siècles, nous avons occupé tout ce qui était facile d'accès, en fait les plateaux d'abord. Alors nous avons transformé les champs. Les chemins sont devenus des routes, les fermes sont devenues des villages. Et pendant tout ce temps, en fait, la nature a reculé en silence. Le désastre aussi, c'est qu'on a enlevé toute la végétation au-dessus des crêtes, ce qui nous crée par après des problèmes d'érosion qui font vraiment partie des grands problèmes de nos forêts, de nos paysages luxembourgeois. Comment se porte le marché immobilier ici, Antoine? C'est la zone, disons, la moins chère par mètre carré dans le pays. Ça reste une opportunité pour certaines personnes qui ne doivent pas travailler trop loin. Après, elle est difficile d'accès, les temps de trajet sont longs et aussi le développement immobilier qui est très lent parce que de nouveau soumis aux bonnes volontés des propriétaires de terrain de lotir et de construire leur terrain. Alors, je propose qu'on mette le cap vers la couronne ouest, ma mère, Capellen, Haute.
va s'attarder quelques minutes au-dessus de Holm. Ce projet, dont la densité fait sa qualité, a été implanté dans un secteur où les réseaux de transport étaient déjà sous tension. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que depuis le sol, chacun voit sa parcelle, chacun voit le paysage, et depuis le ciel, il y a une autre réalité qui apparaît autour de village d'Holm. En fait, ce qu'on voit ici, cette densité qui est très intelligente, qui est très bien faite, qui se trouve malheureusement dans un secteur qui est déjà saturé par ce trafic et les problèmes que l'on connaît aux heures de pointe. Pour beaucoup de gens, ça c'est l'avenir du pays, alors que c'est une erreur. Holm est pour moi le symbole d'une contradiction luxembourgeoise. En fait, c'est un projet qui est objectivement beaucoup plus intelligent que les autres, ça il n'y a rien à dire, on est tous d'accord pour cela, mais ça montre les limites d'un modèle où on continue à étendre les villages vers les champs, alors que les villes peinent à accepter leur propre évolution. Ce développement-là devait avoir lieu dans un quartier de la ville de Luxembourg, ou de Esch, ou de Dudelange, mais pas ici dans un champ. Maintenant, je propose qu'on mette le cap vers le sud, qu'on aille vers Belleval. Est-ce que la densification entraîne une baisse des prix, dans le sens où un appartement coûte généralement moins cher qu'une maison? Alors, normalement, si on produit plus et qu'on produit plus dense, on arrive à faire baisser le prix de livraison de chaque unité. Après, le problème, c'est qu'on est sur un tel manque de logements au Luxembourg et sur des stratégies des promoteurs de vendre au prix maximal, ce qui est leur logique commerciale, qui fait qu'il y a une gestion de la production de logements qui est faite pour conserver un niveau des prix élevé. Belleval nous rappelle une chose, c'est que nous ne sommes pas condamnés à choisir entre le logement et le paysage. Quand les hauts fourneaux se sont arrêtés, on aurait pu tourner la page, aller construire ailleurs sur d'autres champs, d'autres territoires. Et on a fait justement l'inverse. On a construit sur l'existant. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est la première fois à Luxembourg qu'on a décidé de construire sur une friche industrielle plutôt que d'aller chercher les champs ou détruire le paysage. Nous avons transformé une friche plutôt qu'un paysage. Réutiliser un sol qui est déjà consommé plutôt que d'en sacrifier un nouveau. Et ça pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir de ce pays. Il faut savoir que le projet a eu un coût très conséquent parce que c'est les pouvoirs publics qui ont dû s'occuper de l'assainissement du site qui a été pollué pendant 100 années d'activité. Donc construire sur les friches, ça veut dire un investissement conséquent qui normalement devrait être pris en charge par le pollueur. Donc il y a d'autres possibilités, il y a toutes les friches d'ArcelorMittal qui sont encore en activité, il y a la Neischmelz à Dudelange qui est en cours de développement, il y a la Metzerschmelz à Esch-Chivelange. Donc c'est juste une question de débloquer les sites et de débloquer les financements pour assainir des terrains très pollués. Si la vallée de l'Our nous montre ce que nous risquons de perdre, Belleval nous montre ce que nous pouvons encore gagner. Ça c'est pour moi hyper important de vraiment se servir de cet exemple comme une belle réussite urbanistique, architecturale, politique, sur tous les points de vue. Parce qu'on apporte la densité, mais c'est une densité qui est intelligente. Depuis le ciel, ce n'est pas une friche industrielle qu'on aperçoit, c'est une possibilité. La question ne doit pas être combien de logements on peut encore construire. La question c'est combien de Belleval sommes-nous encore capables d'inventer. Là c'est juste le creux urbain, un des creux urbains les plus impressionnants du pays, à Dudelange, toute une zone qui s'appelle le Ribechpot, qui est aux mains des mêmes propriétaires depuis des générations et des siècles. Et toute l'urbanisation, la construction de la ville s'est faite autour de cette zone. C'est des villes très dynamiques qui essayent de développer ces zones, mais on est face à des stratégies privées d'accumulation multigénérationnelle qui sont très difficiles à briser. Le souci, c'est qu'on
contrôle en fait la destinée des terrains constructibles. 0,5% de la population détient 50% des terrains sur lesquels on peut construire du logement. Donc c'est environ 2000 à 3000 individus qui contrôlent la majorité des terrains constructibles. Parmi les entreprises, on est aussi sur une situation très concentrée avec à peu près 5 promoteurs qui ont des réserves foncières très très importantes et qui peuvent se partager un peu le territoire dans leur stratégie de développement. Applaudis aussi dans la piste d'avion. Je suis content d'être de retour sur terre ferme, ça c'est clair, mais c'était impressionnant de faire le tour de tout le pays en une heure, de saisir la diversité des paysages, le sud urbain, le nord rural, les châteaux, les vallées. Ce qu'on a vu d'en haut, c'est une peur de la densité. C'est une fragmentation communale qui nous dit beaucoup de choses. Quand on se rend compte que chaque logement qu'on construit nécessite des kilomètres de réseaux souterrains, des routes, des infrastructures, des fibres optiques, du gaz, etc. Et finalement, ça génère des coûts publics. Et au-delà de tout ça, ça génère du trafic. Donc si la densité est toujours liée au trafic, c'est une fausse approche. Alors clairement, il faut densifier. Le problème, c'est que densifier, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire dans un pays où les pouvoirs publics ont peu de contrôle sur l'utilisation des terrains par les propriétaires et des propriétaires qui ne sont pas tous nécessairement dans une logique d'accroissement de population, de densification. On peut orienter le développement des particuliers, mais sans mesures plus contraignantes ou sans opportunités foncières comme les grandes friches industrielles, il est difficile de changer drastiquement le modèle de construction du pays. Quand on réfléchit aux grandes capitales européennes qui ont des aménagements connus et qui sont vivables et agréables, on a des îlots qui sont très denses. On pense à Paris, on pense à Barcelone, on pense à Rome. Et à Luxembourg, on est sur une métropole qui grandit, qui a une ambition internationale. Donc il y a la capacité et le potentiel de développer une vraie ville. Un jour, pourquoi ne pas imaginer une tour, bien sûr, une tour d'habitation. Une tour d'habitation, pas mieux d'un champ, mais une tour d'habitation là où les infrastructures existent déjà. Mais bien sûr qu'il faudrait commencer à densifier et bien sûr qu'il faut imaginer des tours dans notre avenir et dans nos villes.